Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La librairie des humanités. Collection des éditions L'Harmattan destinée à recevoir, dans ses diverses séries, des textes couvrant tout le champ des sciences sociales et humaines. Son caractère universitaire lui fait devoir et privilège de promouvoir des travaux de jeunes auteurs autant que de chercheurs chevronnés. Cet ouvrage a été réalisé sous la responsabilité de Pierre Cross, chargé de mission sur la politique de publication de l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, et directeur de la collection La Librairie des Humanités. Cet ouvrage a été publié grâce à l'appui de Grenoble, École de Management, GEM 12, rue Pierre Semard 38003 Grenoble CEDEX 01 Grenoble, France. http://grenoble-m.com et l'École de Management de Casablanca, SK, 7 rue Abou Youssef El Kindi, boulevard Moulay Youssef, 20 070 Casablanca, Maroc. www.sk.ma. Des mêmes auteurs. Chez L'Harmattan ou chez d'autres éditeurs. Bézi Adé Abdelwahad, Vieille Europe pour un nouveau monde, dans Europe, la puissance au bois dormant, édité par Jean-Marc Huissou, Paris, PUF 2008. Bruna Eric sous la direction de La résurgence de la Russie. Agir Société de stratégie, numéro 45, Paris 2011. Chancel Claude, Liu Le Gris-Libin, Le grand livre de la Chine, Paris Erol 2013. De Gans Axel, Bridé Laurence, CHAFFEL Alain, DALLENNE Pierre, Les grandes questions internationales, Studirama 2013. DROUVOT Hubert, Verna Gérard, Réaliser des projets dans le tiers-monde, Col. Logiques économiques, Paris L'Harmattan 1993. Fontanelle Jacques, ZEYNALOV Fazil, Azerbaïdjan un pays aux ambitions européennes, Paris L'Harmattan, Col. La Librairie des Humanités, 2012. Huissou Jean-Marc, Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie, édité par Pascal Gauchon, Paris, PUF 2011, collaboration dans plusieurs chapitres. MATI Mohamed, Moderniser la gestion des hommes dans l'entreprise, Paris, édition Liaison 2005. RAHMOUNIBENHIDA Bouchra, Géopolitique de la condition féminine, Paris, PUF 2013. SUSBIELL Jean-François, Les royaumes combattants, First Edition 2008. Les auteurs de ce livre ont cédé leur quote-part respective des droits d'auteur au fonds de dotation GEM. fdgem@grenoble-m.com. Préface. Jean-François Fiorina. Directeur de l'École supérieure de commerce de Grenoble. Depuis 2007, l'école a décidé de faire de la géopolitique un axe fort de son développement. La nécessité de cette démarche est apparue suite à plusieurs constats. Le premier est que les traditionnels viviers d'emploi pour nos étudiants se sont mis, ces dernières années, à favoriser des profils dotés d'une bonne culture générale, adaptés au contexte dans lesquels elles évoluent, et qu'il était de notre devoir de répondre à cette évolution de la demande. Le second est que nos élèves ont grandi dans un discours autour de la mondialisation de l'économie et de l'activité des entreprises, de l'ouverture des frontières et de l'universalisation des normes, qui tendent à être axiomatiques et ne donnent pas de véritables clés de compréhension du monde dans lequel ils sont amenés, de plus en plus, à évoluer. Enfin que le désordre du monde, qu'il soit politique, économique ou environnemental, appelait à de nouvelles compétences pour être appréhendé le plus justement possible, et que les techniques du management n'y suffisent pas. Cette géopolitique, c'est donc pour nous, avant tout comprendre pour agir. Nous la voyons comme la culture générale du monde moderne. C'est tout à la fois une méthodologie et un état d'esprit, qui permettent d'embrasser avec cohérence le monde multidimensionnel qui s'offre à nous. Elle fait appel à toutes sortes de disciplines, histoire, géographie, sociologie, économie, etc., qui en se combinant, nous font simultanément comprendre les subtilités et ressorts intimes du monde où nous vivons et les formidables perspectives qu'il nous ouvre. Cette géopolitique, nous la déclinons dans l'enseignement où elle fait partie des cours de tronc commun, dans des parcours de spécialisation, sur les réseaux sociaux, dans le cadre de notre festival de géopolitique dont la 4e édition s'est tenue à Grenoble début mars mais aussi au travers des travaux de recherche et des publications de nos professeurs. Le basculement du monde,
À chacun son émergence, s'inscrit dans ce cadre et c'est pour cette raison que j'ai accepté avec grand plaisir de le préfacer. Il est rédigé par une équipe d'enseignants de GEM qui transmettent leur passion à nos élèves, et qui ont chacun leur vision et leur perception des émergents. De ce fait, cet ouvrage sort du cadre béat d'admiration de certaines entreprises ou de politiques vis-à-vis de ces pays en expliquant de manière simple mais imparable ce qu'ils sont, souhaiteraient être et seront probablement. Pour ce faire, les auteurs ont choisi d'abord d'expliquer cette notion d'émergence et ses implications, avant de détailler sous forme de monographie chacun de ces pays émergents. Chaque lecteur a ainsi la possibilité de se forger sa propre opinion et de mieux comprendre. Pour agir, et ce d'autant plus que ces pays émergents, source de croissance économique ces dernières années, connaissent à l'heure actuelle un ralentissement économique et des questionnements sur leur rôle géopolitique. Introduction. Émergence économique et géopolitique. Claude Chancel, Mohamed Mati. Quand les pays émergents changent le monde. Pendant 2 siècles, du moins depuis la révolution industrielle née en Angleterre au XVIIIe siècle, les observateurs de la géographie et de l'économie ont eu une approche eurocentrée de la planète, du moins jusqu'à ce que les États-Unis prennent la relève, comme en témoigne la localisation sur leur côte est de Bretton Woods de l'ONU à New York, de la Banque mondiale et du FMI à Washington, puis sur leur côte ouest de Boeing, de Microsoft et de Google. La Méditerranée cœur du monde avant-hier, l'Atlantique cœur du monde encore aujourd'hui, le Pacifique et l'Indien cœur de celui de demain. Au mois de janvier 2012, Mohamed Mahathir, ancien Premier ministre de la Malaisie, n'hésite pas à recommander à l'Europe d'imiter l'Asie. Il cite un dicton malais: « Lorsqu'on perd son chemin, il faut revenir en arrière et repartir de zéro ». Il dénonce la finance de marché, qui ne génère aucune croissance réelle et crée peu d'emplois, et appelle de ses vœux un nouveau Bretton Woods et des Européens qui doivent se remettre à ce qu'ils faisaient avant, produire des biens et vendre des services. Ce qui est spectaculaire et impressionnant, sur fond de dépaysement du tissu économique, avec ses corollaires, croissance anémique et chômage de masse dans les pays industrialisés du Nord, c'est l'ampleur, le rythme et l'influence du mouvement. 10 ans ont suffi au Brésil pour dépasser l'Italie puis le Royaume-Uni, tandis que d'autres pays, tels le Maroc, semblent approcher du seuil de l'émergence. Ce modeste ouvrage propose un premier état des lieux des pays aujourd'hui qualifiés d'émergents, état des lieux susceptible de provoquer la recherche, la réflexion, la proposition et l'action. Il est avant tout l'exercice collectif de l'équipe des enseignants-chercheurs en géopolitique de Grenoble École de Management et de leur dialogue avec leurs étudiants, première génération véritablement ouverte sur le monde entier, tout comme le sont désormais leurs correspondants des meilleures universités de Chine, de Corée, d'Inde, du Brésil, de Turquie, d'Afrique du Sud. Une première partie de cet ouvrage est constituée de 2 exposés transversaux qui s'efforcent de comprendre l'histoire du développement, de ses mécanismes et de ses représentations dans ces contrées. Pays ateliers, année 1970, nouveaux pays industrialisés, année 1980, pays émergents aujourd'hui. Si les systèmes se veulent des mécaniques bien huilées, ce qui ne leur évite pas pour autant des dérapages plus ou moins dangereux, voire désastreux, la vraie vie des gens et des pays relève davantage des délicates synthèses de la biologie. Les auteurs s'efforcent donc de décrire et d'analyser l'anatomie et la physiologie de ces décollages ou rattrapages économiques et sociaux qui changent le monde en bouleversant l'ordre hiérarchique des puissances. Par rapport à l'Occident, européen ou américain, les premiers pays à émerger furent le Japon, 3e grand dès 1968, puis la Corée du Sud, admise à l'OCDE en 1996. Leur aventure impressionnante est évoquée, car beaucoup d'autres candidats à l'émergence s'en sont, peu ou prou, inspirés dans leur quête de nouvelles options et de nouvelles voies. La mise en perspective historique, la grammaire des civilisations, selon l'historien Fernand Braudel, la géopolitique contemporaine sont d'entrée de jeu, les précieuses boîtes à outils utilisées par les auteurs. La seconde partie accorde la place qui leur revient aux nouveaux géants économiques. Dragon chinois, éléphant indien, jaguar brésilien, ours russe. Et invite à s'interroger sur les composantes de la puissance de demain. La géographie, la démographie, la volonté politique, la renaissance culturelle, la pérennité de la croissance, la capacité d'innovation, la qualité de vie,
l'alimentation, l'emploi et l'ascension sociale, le sort des classes moyennes, la préservation de l'environnement. Nouvelle vraie puissance ou colosse aux pieds d'argile ? Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas seulement depuis quelques décennies que la géographie, la démographie et les fondamentaux de la civilisation chinoise pèsent de façon considérable sur le reste du monde. Le jugement de valeur n'a pas sa place ici. C'est un fait. Et il en est de même pour la grande voisine indienne, au point que certains ouvrent les paris à propos du match du siècle. Le Brésil, 5e plus vaste pays du monde, qui dispose de ressources naturelles aussi diversifiées que considérables, d'une démographie dynamique et d'une culture industrielle, a les moyens, en s'adossant à ses racines européennes et africaines, de s'ouvrir jusqu'à l'Inde et d'opérer avec les États-Unis et la Chine, tandis que l'immense, riche et eurasienne Russie à la démographie déclinante reste pour beaucoup un partenaire aussi incontournable qu'ambivalent. La troisième partie de l'ouvrage rappelle qu'un train peut en cacher un autre, et approche la nouvelle vague des pays émergents qui contribuent, elle aussi, à modifier la map monde. Elle propose quelques études de cas autour du Pacifique, Indonésie et Mexique, aux portes de l'Europe, Turquie, et invite à penser les promesses de l'Afrique, du Sud au Nord, de l'Union sud-africaine aujourd'hui à sans doute demain un lion du Maghreb. Il s'agit bien de l'Afrique dont les richesses humaines, le Nigeria devrait être vers 2050 la troisième puissance démographique du monde, le marché et les ressources naturelles convoitées, Chine-Africa font un continent d'avenir et de toute façon stratégique. Compter dans le monde semble signifier aujourd'hui, à la fois, assumer son identité en vivifiant son héritage intégré à un nouveau projet, et atteindre la taille critique, sur le plan régional avec ses voisins et mondial avec ses partenaires du monde entier, fournisseurs, clients ou apparentés. Localiser, décrire, comparer, tenter d'expliquer, participe sans doute d'une méthode adaptée à l'analyse et à la synthèse des nouvelles données locales et globales de la planète. Bon voyage dans le remue-ménage mondial dont dépend l'avenir des 7 milliards de nos contemporains. Chapitre 1er de l'émergence. Les fondamentaux de l'émergence. Claude Chancel et Axel de Gans. Comment définir l'émergence ? La définition n'est pas aisée. Les critères sont économiques, une croissance durablement forte reposant souvent sur un décollage industriel. Ils sont aussi politiques, un État stable qui commande ce décollage économique, et géopolitique, l'émergence contribue à redistribuer les cartes sur la scène internationale. L'économiste Antoine von Agmael définit en 1981 la catégorie des marchés émergents, pour désigner les marchés les plus attractifs des PED. Cette terminologie est reprise dans les années 1980 par les instances financières internationales, comme la Banque mondiale qui définit les économies à marché émergents. Les banques d'affaires s'y intéressent par la suite. Aujourd'hui, les pays émergents sont omniprésents dans la presse économique, les articles ne s'interrogeant plus guère sur les caractéristiques de l'émergence mais davantage sur leur impact sur l'économie mondiale comme sur notre croissance et nos emplois. Ce qui est certain, c'est que leur puissance démographique, à la notable exception de la Russie, et leur poids économique, en ont fait ces dernières décennies des locomotives de l'expansion. Les BRICS. En 2001, Jim O'Neill, responsable de la recherche économique pour Goldman Sachs, publie une étude Building Better Global Economic BRICS, dans Global Economics Papers, où il met en lumière les conséquences sur l'économie mondiale de l'émergence du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Son rapport en 2003, Dreaming with BRICS. The Patch to 2050, finit de populariser ce nouvel acronyme, BRICS, qui désigne les grands émergents. Ce rapport souligne une dizaine d'années après la fin de la guerre froide, un nouveau défi pour le monde occidental, un défi géoéconomique, celui de l'émergence de nouveaux acteurs qui menacent leur hégémonie à l'horizon 2050. Au début de l'année 2010, le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, PwC, rend publique une étude qui définit les E7, les 7 économies émergentes les plus prometteuses. S'ajoutent aux 4 BRICS, le Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud et la Turquie, les MIST. Selon cette projection, les PNB, produits intérieurs bruts, de ces 8 pays devraient dépasser en 2020 ceux du G7 actuel, club des pays riches. Le regard de l'historien et l'éclairage géopolitique deviennent indispensables et permettent de comprendre que l'émergence n'est pas seulement un problème d'actualité.
Il convient sans doute d'étudier d'abord comment l'Angleterre puis les États-Unis ont construit leur leadership successif dans le monde contemporain. Nous pouvons risquer la formule Factory, Navy, City, qui a le mérite d'insister sur la révolution industrielle, les échanges et la finance. Les premiers pays émergents, face à ces puissances anglo-saxonnes, ont été l'Allemagne et le Japon. Et cela ne s'est pas bien passé. 1. Recettes et secrets du décollage. Les pays émergents Japon, puis pays ateliers de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, Chine, Inde, Mexique, Brésil, Union sud-africaine, Maroc, Tunisie, Turquie, pays du Golfe, Europe de l'Est, se caractérisent le plus souvent par la priorité absolue donnée à l'industrie, puis aux 5 E, État, éducation, entreprise, épargne, exportation. En fait, la Chine post-1978 a recommencé les expériences à son échelle, à son rythme et dans sa propre configuration impériale, du Japon, des 2 ROC Corée du Sud et Taïwan, Republic of China, des 2 cités-États, Singapour et Hong Kong, ainsi que de la France des 30 Glorieuses, avec comme objectif la reconquête du leadership historique, forcément aux dépens des États-Unis et de l'Occident. Pouvoir et gouvernance économique des puissances émergentes. Les conditions précises doivent être réussies pour le décollage. Un pouvoir stable, plutôt fort et autoritaire, parfois totalitaire, disposant de la durée. Une réforme agraire et nourricière, libérant des paysans qui deviennent des ouvriers. Une priorité absolue donnée à l'impératif industriel, avec de gros horaires et de petits salaires pour les nombreux soutiers de l'expansion, ce qui constitue un avantage comparatif souvent décisif, des capitaines d'industrie systématiquement encouragés par le pouvoir. S'ajoute à ces premières conditions le choix de secteurs d'activité, moteurs et vecteurs d'exportation. Textile puis montage électronique, par exemple, une polarisation de ces activités autour de la mer sous forme de ZIP, zone industrielle-portuaire et de zones franches, en attendant une diffusion sur l'ensemble du territoire national, une monnaie de combat, sous-évaluée, d'attaque des marchés, du yen au yuan, une épargne de précaution, assez peu rémunérée, au profit de la banque industrie et des excédents commerciaux qui procurent des énormes réserves de change. Enfin, une scolarisation des filles et des garçons qui autorise, à terme, la remontée de filières, facilitée par la copie, voire l'espionnage industriel, investissements étrangers, étudiants expatriés et exigences de transfert de technologie, la dignité retrouvée, la confiance en l'avenir et la prospérité recouvrée qui offrent une revanche sur les anciens temps difficiles. À chacun son émergence. L'émergence de nouveaux acteurs sur les scènes économiques et géopolitiques apparaît d'abord sous la dénomination de nouveaux pays industrialisés, NPI, mais ces pays qui obtiennent une forte croissance économique grâce à un appareil industriel tourné vers l'exportation provoquent une modification de la géographie de la production mondiale. On affuble alors ces pays qui profitent de la dynamique du commerce mondial, de surnoms qui trahissent la gêne sinon la crainte qu'ils suscitent auprès des anciennes puissances industrielles. Dragon, tigre, jaguar. La géographie des pays émergents se diversifie et même s'universalise. Asie de l'Est, Inde, Brésil, désormais 6e puissance économique du monde, devant l'Italie, Mexique, Russie, Afrique du Sud, Maghreb, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est. Quelle est la signification des révolutions arabes ? Il faut repérer le réveil de l'Afrique dont le taux de croissance risque de doubler celui de la Chine dans les prochaines décennies, si à l'abondance des matières premières et à une meilleure gestion, s'ajouter la stabilité et la paix que procure une bonne gouvernance. La crise économique, depuis 2007 à 2008, accélère la mutation, avec une croissance bien plus forte chez les pays émergents qui augmentent leurs réserves en or et se sont dotés de fonds souverains puissants. O'Neill, inventeur en 2001 du concept de BRIC, préfère désormais évoquer les pays à marché d'avenir. C'est qu'ils possèdent des bouchers, capitaux, hommes et même nouvelles technologies, au sein d'un marché sud-sud d'avenir. Sous l'impulsion de l'émergence, nous vivons un basculement de richesse au détriment des pays déjà riches. Convergence et divergence des émergents. Les pays émergents constituent aujourd'hui une famille riche, diversifiée et contrastée. Outre les BRICS, elle peut donc comprendre le Mexique et l'Argentine, les pays du Maghreb, ceux du Golfe, la Turquie, l'Iran, le Kazakhstan, le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie, beaucoup de pays de l'Afrique noire à la croissance vigoureuse et même d'anciens pays de l'Europe de l'Est. On voit bien que par leur taille, leur situation, leur dynamisme et leur équation nationale,
il s'agit d'un ensemble à la fois ressemblant et disparate. Chacun de ces pays a, comme tous les autres, son histoire, le plus souvent tragique, ce que soulignait Raymond Aron, sa civilisation, dont il est indispensable de comprendre la grammaire, selon la belle expression de Fernand Braudel, et sa culture. Pour accomplir des progrès économiques et sociaux et un réel bond en avant, il faut opérer une révolution culturelle au sein de cette culture, dosée, graduelle, mesurée. L'État y est souvent civilo-industriel ou militaro-industriel, fort, interventionniste, parfois chiche à reconnaître les libertés. Il mobilise les élites comme les individus, qu'il regroupe sur l'impératif de croissance. Peu font semblant d'agir et beaucoup travaillent. Voilà ce qu'ils ont le plus souvent en commun. La récente ouverture de ces pays n'exclut pas, bien au contraire, un fort sentiment national. Une revanche doit être prise sur les anciennes humiliations géopolitiques et économiques. Elle constitue, associée à la revendication identitaire, un puissant carburant psychologique de l'expansion. Dans cette quête de puissance et de reconnaissance, il est nécessaire de surmonter la malédiction des matières premières qui a souvent dans l'histoire consisté à laisser piller ou à dilapider soi-même les ressources naturelles, à vivre de la rente au lieu de fabriquer et d'inventer. Les Émirats du Golfe, par exemple, sont soucieux de préparer l'après-pétrole et pas seulement en investissant à l'étranger. Entreprises, palaces, clubs de football, mais aussi chez eux. Tourisme, médias, musées, hubs aériens, organisations d'événements planétaires comme la Coupe du monde de football. C'est le cas du Qatar, bien connu des Français. Les zones franches, outils de la mondialisation. Pour la première fois, un groupe de géographes français a publié fin 2010 un atlas mondial des zones franches. Il y en aurait, aujourd'hui 1735 dans 133 pays du monde. Ce sont des zones qui dérogent au régime habituel en termes de fiscalité, de douane, de conditions de travail, mais qui disposent d'infrastructures meilleures que dans le reste du pays. Protégées et surveillées, elles doivent produire pour exporter et offrir des services facilitant le commerce. Ce concept, né en Uruguay en 1923, imité plus tard par l'Irlande, 1958, a été repris à l'échelle chinoise dès 1979. Ce sont les fameuses ZES. Le modèle en est Shenzhen, créé en 1981 près de Hong Kong et de Canton. Les 6 plus grandes ZES chinoises couvriraient un territoire grand comme la Belgique et la Chine disposerait, selon les chercheurs, de plus de 200 ZES qui mettent intelligemment l'étranger, capitaux, technologies, emplois, débouchés, au service du national. Il y a plusieurs versions et options. Exportation, technologie, logistique internationale, coopération frontalière, développement régional. À ce jeu-là, la Chine communiste a négocié avec le capitalisme et a opéré une expérience unique dans son ampleur et dans sa dimension, qui, selon l'Organisation internationale du travail, lui aurait permis de créer 33 millions d'emplois, 4 fois plus que dans le reste du monde. 47% des exportations de la Chine proviennent de ces ZES. C'est un taux proche de celui de l'île Maurice et un avantage décisif dans la guerre économique. En 2008, l'OMC a exigé la suppression des avantages fiscaux des entreprises implantées dans les ZES. Ce qui importe, aussi, ce sont les plateformes multimodales, portuaires, aéroportuaires, routières et ferroviaires, nationales et internationales pour les hommes, les marchandises et les services. Importance de l'énergie, de l'eau, de l'électricité, d'Internet. D'où la guerre des hubs, des réseaux et des connexions. Marché porteur. Lorsque l'on sait que China Mobile, entreprise de services, est riche de plus de 1 milliard d'abonnés, on ne peut guère s'étonner de constater que la Chine dispose de 2 des plus grandes entreprises du monde qui fabriquent des téléphones portables, Huawei et ZTE. Huawei serait la firme du monde ayant le plus gros budget de recherche. Les 2 géants rivalisent déjà sur les marchés de la planète, en particulier en Europe. Dans le domaine de l'aviation civile, il est clair que le marché d'avenir est chinois. D'où la chaîne de montage d'Airbus A320 à Tianjin. Jusqu'à ce que les entreprises chinoises concurrencent Airbus et Boeing. Dans le domaine agroalimentaire, et en dépit des déboires de Danone avec son associé chinois Huaha, le groupe de Franck Ribot a réalisé, en 2010, 49% de son chiffre d'affaires dans les pays émergents, avec une percée remarquée en Indonésie, au Mexique et en Russie où Danone s'est allié avec le groupe local Unimilk. De la même façon,
Pernod Ricard, numéro 2 mondial dans le domaine des vins et spiritueux, génère 38% de son résultat opérationnel dans les pays émergents et la Chine, qui apprécie le cognac Martell, le scotch Chivas et le champagne Mumm, est devenu son second marché. On retrouve le rôle des nouvelles classes moyennes dans l'évolution de la consommation mondiale. 2. Montée en puissance. La tendance lourde est bel et bien au rééquilibrage du monde en faveur du Sud et de l'Est, comme en témoignent ces quelques chiffres. Les analyses sérieuses devraient d'ailleurs intégrer en permanence les 3 grandes dimensions démographiques, économiques et écologiques de notre monde. 7. La montée en puissance des pays émergents se lit dans le nouveau classement des entreprises. Les pays émergents, Chine et Brésil, placent 4 entreprises parmi les 10 premières du monde. Il faut noter, dans ces pays, l'apparition de nouveaux et très ambitieux capitaines d'industrie qui entendent se mesurer aux leaders occidentaux. Une multitude de géants surgissent du Sud, en Chine, en Thaïlande, en Indonésie, en Inde, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Égypte, au Chili, au Brésil, au Mexique. Dans des domaines aussi divers que le charbon, les mines, la construction, le ciment, l'électricité, le téléphone, le photovoltaïque, le papier, les appareils domestiques, le transport aérien, les médias, l'université. On retrouve aussi des signes de montée en puissance au niveau des achats d'or, destinés à alimenter des réserves susceptibles d'être stratégiques dans le cadre d'un nouveau système monétaire international où le dollar ne jouerait plus le rôle incontournable qu'il a aujourd'hui. La Russie vient de doubler ses réserves à 800 tonnes. La Chine a monté les siennes à 1200 tonnes, rattrapant la Suisse. Toutefois, les réserves mondiales s'élèvent à 30 535 tonnes, les États-Unis disposant de 8100 tonnes. Par ailleurs, les grands pays émergents accroissent leur pouvoir au sein du FMI. Désormais, ils placent 8 des leurs parmi les 20 premiers actionnaires du fonds, avec cette nouvelle répartition des actions et des droits de vote en 2011 sur 1 États-Unis, 17,43, 2 Japon 6,47, 3 Chine, 6,39, 4 Allemagne, 5,59, 5 France, 4,23, 6 Royaume-Uni, 4,23, 7 Italie 3,16, 8 Inde 2,75, 9 Russie 2,71, 10 Brésil 2,32, 11 Canada 2,31, 12 Arabie Saoudite 2,08, 13 Espagne 2,00, 14 Mexique 1,87, 15 Pays-Bas 1,83, 16 Corée du Sud 1,80, 17 Australie 1,38, 18 Belgique 1,34, 19 Suisse 1,21, 20 Turquie 0,98. Il faut ajouter les éminents progrès des pays émergents dans beaucoup de domaines du software. Éducation et culture, arts et médias, radio et télévision, comme le révèlent les exemples de la Chine, Institut Confucius, de l'Inde, Bollywood et du Qatar, chaîne TV Al Jazeera et Ambition sportive. Banque mondiale et Banque du Sud. Au lendemain du second conflit mondial, des institutions d'aide au développement avaient été créées, le FMI et la Banque mondiale tout particulièrement. L'espérance était que les pays les plus pauvres rattrapent les pays les plus riches, note Jean-Claude Trichet, désormais ancien directeur de la BCE, qui souligne que le train est désormais en marche, avec, comme toile de fond, 3 grands phénomènes. Les progrès foudroyants des pays en voie de développement, les progrès de la longévité et les succès déstabilisants de la technologie. En 2012, l'élection à la tête de la Banque mondiale de l'Américain Jim Yong Kim face à une Nigériane et à un Colombien n'a été due qu'aux divisions des pays émergents et à leur fausse unité. Il n'empêche, au 4e sommet des BRICS qui s'est tenu à la Nouvelle-Delhi, un projet de banque BRICS ou banque Sud-Sud a été émis. Il s'agit d'une alliance qui regrouperait 45% de la population du monde et 25% de la richesse. En 2013, le sommet des BRICS de Durban en Afrique du Sud réaffirme la volonté de créer une banque des émergents. Leur nouvelle puissance financière permet d'envisager la réalisation de ce projet. Cette question du nouveau partage du pouvoir est donc à suivre de près dans les années qui viennent. Le test de l'euro. Pendant la terrible crise de l'euro, depuis 2011, crise due aux dettes de beaucoup de membres de l'eurozone, certains ont évoqué les services possibles que pourraient rendre les pays émergents au vieux continent. Puis, la question est apparue moins simple que prévu. Les pays du Golfe sont surtout soucieux de protéger leurs avoirs dans les pays anglo-saxons, Royaume-Uni et États-Unis.
Ils souhaiteraient limiter les mauvaises incidences de cette crise et consolider de bons prix pour leur pétrole. Ces pays restent donc prudents. La Chine a des réserves colossales, 3 400 milliards de dollars. Elles sont dues au travail acharné des Chinois pendant plus de 30 ans, et les autorités du pays craignent les réactions d'un peuple encore pauvre qui ne comprendrait guère que l'on aide des pays riches sans contrepartie. La Chine souhaite être traitée au plus tôt comme une économie de marché comme les autres, ce qu'elle n'est pas à cause de son état omniprésent. De toute façon, les dirigeants chinois se font discrets ce que les péripéties européennes leur permettent. Pour eux, le problème de l'Europe est politique, eux ils ont la leur. L'Inde, avec 320 milliards, n'est pas si riche et ne souhaite pas aider l'Europe. Elle a toujours préféré thésauriser, de l'or bien sûr. La Russie n'est guère intéressée que par l'Allemagne et la France, ce qui ne résout en rien le cas de la Grèce, de l'Italie, encore moins de Chypre. L'Afrique du Sud aimerait bien troquer une aide quelconque pour obtenir un soutien indispensable afin de devenir membre du Conseil de sécurité, mais sans réserve financière et avec une balance commerciale déficitaire, elle n'en a guère les moyens. Le Brésil enfin, 360 milliards de réserves, a encore une balance commerciale déficitaire, mais il attire nombre d'investisseurs dont les capitaux accourent. De plus, l'Europe est pour lui un important partenaire et il souhaite lui aussi devenir membre permanent du Conseil de sécurité. C'est sans doute le pays BRICS qui accomplirait le geste le plus symbolique. De fait, c'est à l'Europe de trouver en elle-même ses solutions. N'a-t-elle pas, à l'exception de l'Allemagne, trop abandonné ses industries? N'a-t-elle pas dilapidé de précieuses ressources financières? Industrialisation et gestion. L'erreur fatale de la désindustrialisation, titre le journal Le Monde du 4 novembre 2011, jour du G20 de Cannes, est de souligner « Le Sud épargne trop et produit beaucoup, quand le Nord ne produit plus assez et dépense trop ». Le bras de fer opposant la France, par l'intermédiaire du ministre du Redressement productif, à ArcelorMittal au sujet de la fermeture définitive de la filière chaude en Lorraine, montre la prise de conscience de l'importance de l'industrie et la nécessité de conserver voire de recréer des emplois industriels. Dans une interview sur la chaîne qatari Al Jazeera, 7 novembre 2011, Jin Liqin, président du fonds CIC, principal fonds souverain chinois, a déclaré « Les troubles qui se sont produits dans les pays européens résultent uniquement de problèmes accumulés par une société en fin de course, vivant d'acquis sociaux. » Et de poursuivre « Je pense que les lois sociales sont obsolètes. Elles conduisent à l'indolence plutôt qu'à travailler dur. Le système d'incitation est complètement détraqué. » 3. À la croisée des chemins. Mais comment atterrir en douceur dans des économies qui deviendront plus matures, avec un moindre taux de croissance, où les marchés de renouvellement seront plus rares et bien plus difficiles que les marchés d'équipement de naguère, et sans désormais les atouts du retard et du rattrapage. Les accidents de tous ordres restent possibles. Surcapacité, surinvestissement, krach immobilier, inflation, révolte sociale, catastrophe environnementale, course aux armements. Comment motiver de nouveau le monde du travail et accent aigu enchanter le pays face aux redoutables défis sociaux, inégalités, environnementaux, dégradation et pollution, et géopolitique, crainte et containment des partenaires, légués par cette rapide montée en puissance et en prospérité? Si les pays émergents ont en commun une croissance économique soutenue, c'est un peu moins vrai pour la Russie, l'Afrique du Sud et récemment le Brésil, et la volonté d'être quelque chose, pour reprendre la définition d'Alfred Sauvy pour le tiers-monde, cela ne suffit pas pour autant à en faire un ensemble homogène. L'actuelle communauté de destin ne signifie pas, comme le montrent les pages de ce livre, celle des intérêts à moyen et long terme. D'autant plus que, en 2013, les BRICS semblent à leur tour connaître une certaine crise de croissance. La Russie reste une économie rentière, dépendante des cours des hydrocarbures et des matières premières. Le système financier chinois peut révéler bien des fragilités. Si la Chine fait la course en tête, le ralentissement de sa croissance est inexorable. L'Inde rencontre des difficultés et le Brésil attend la Coupe du monde de football, en 2014. Les intérêts des BRICS peuvent diverger. Il faut souhaiter pour eux que le sommet de Durban ne se borne pas à de simples déclarations. Quand leur banque commune de développement verra-t-elle réellement le jour?
Ne convient-il pas de compter aussi sur les pays émergents, Mexique, Indonésie, Philippines? Que dire des possibilités qui restent aux anciennes grandes puissances? États-Unis et Japon ont esquissé des politiques monétaires agressives. L'Europe surmontera-t-elle ces difficultés? Enfin, il ne faut pas oublier que la plupart des pays qualifiés aujourd'hui d'émergents sont en réalité des pays réémergents qui ont été dans la longue histoire économique des nations, des contrées puissantes, Chine, Inde et Turquie tout particulièrement. Stock, flux, mesures productiques et logistiques, formation et information, guerre des monnaies, dynamique territoriale, diaspora, évolution des mentalités des sociétés civiles, doivent faire l'objet d'études croisées associant réellement les trois dimensions de la démographie, de l'économie et de l'écologie. À ces divers titres, le Brésil, l'Inde, l'Afrique, la Chine et la Russie ont encore un long chemin à parcourir, avec des handicaps et des freins faciles à repérer, tandis que les pays industrialisés doivent, pour perdurer, se réinventer, sentiment d'abandon des classes populaires et moyennes. Cette croisée de dynamique, lourde de déstabilisation et d'inquiétude. Concurrence pour les ressources et les marchés, donc pour l'emploi, course à laquelle s'ajoutent de fortes revendications identitaires, pourrait aussi bien enfanter de nouveaux conflits que réenchanter le monde à la peine. Mais plus complémentaires et interdépendants que jamais. Bibliographie. Bridé-Laurence, CHAFFEL Alain, DALLENNE Pierre, De Gans Axel, Les grandes questions internationales, Studirama 2013. Chancel Claude, PIELBERG Éric Charles, TELLENNE Cédric, L'autre monde, Géopolitique de l'Asie méridionale et orientale, Paris, Presse universitaire de France, Col. Major 2005. De Gans Axel, Les pays émergents des nouveaux acteurs, les BRICS, Paris Ellipse, Col. CQFD, 2011. Fiorina Jean-François, Clé, Grenoble ESC École de Management, les entretiens géopolitiques mensuels du directeur www.grenoble-m.com. Gauchon Pascal, Souladir, Un Chine à l'assaut du monde, rapport Anteyo 2006, Paris, Presse universitaire de France. Gauchon Pascal et Huissou Jean-Marc, Souladir, Les grandes puissances du XXIe siècle, rapport Anteyo 2008, Paris, PUF. SUSBIELLE Jean-François, Les royaumes combattants, Paris, First édition 2008. Le Japon premier des émergents. Claude Chancel. Si l'on considère dans l'ordre de leur apparition, les puissances industrielles de l'ère contemporaine, on voit apparaître l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, toutes des nations occidentales et dès avant la Première Guerre mondiale, une nouvelle, de l'autre côté de l'Eurasie ou du Pacifique, l'Empire du Soleil levant. Bientôt, le Japon est capable, dès l'entre-deux-guerres, d'inquiéter la grande puissance américaine au point de l'agresser à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941 jusqu'à la catastrophe finale d'Hiroshima. Le 6 août 1945, Nippon est devenu le troisième grand économique du monde en 1968 et en devient le second avant d'être détrôné en 2010 par l'Empire du Milieu Q'. Il avait aussi durement agressé au XXe siècle. 1. Le Japon est un pays magnifique et fragile. Le Japon, 372 000 km², est un peu plus grand que l'Italie, 301 000 km², mais il est plus petit que la France, 549 000 km². Comme le soulignait Brodel, il est au bout du pays des hommes, tel un phénix, cependant le Japon renaît toujours de ses cendres. Il n'empêche, n'est-il pas significatif que deux mots, entre autres d'origine japonaise, appartiennent désormais au vocabulaire international. Tsunami, puissant raz de marée, et tatami, le rectangle en paille de riz, 90 cm par 180 cm, qui permet à un être humain de vivre et de se reposer. La seule grande richesse du pays est le travail de ses nombreux habitants. Aux racines du développement japonais, il y a Osaka, la cuisine de l'Empire. Ces négociants maîtrisent deux des plus vieilles industries éducatrices de l'humanité. L'agroalimentaire avec le riz, l'alcool de riz, le saké, le soja, les condiments, les produits de la mer et le textile habillement avec les cotonnades, les soieries et les kimonos. Sans oublier le commerce de l'argent et donc, l'importance des banques. Une première génération d'entreprises japonaises est née dès le XVIIe siècle, telle Mitsui, d'Osaka, ou Kikkoman, géant des condiments, du Kanto près de Tokyo.
Le bouddhisme japonais propose aux hommes d'affaires des valeurs très proches de celles du puritanisme anglo-saxon, en particulier la sanctification par le travail. La paix civile instaurée dans l'archipel par le maire du palais, le shogun, à partir de 1703, transfert de la capitale de Kyoto à Edo-Tokyo, est essentielle. Chaque année, un vaisseau hollandais, et lui seul, est accueilli en rade de Nagasaki avec sa cargaison de produits et d'outils précieux, horloges, pistolets. Inventés et manufacturés en Occident. Ils sont immédiatement observés et méticuleusement reproduits, voire améliorés. 2. Le Japon a misé sur l'école. La période Edo connaît un fort déclin de la mortalité infantile. Les démographes du monde entier connaissent la valeur de cet indice, éminemment révélateur du niveau réel de développement d'un pays. Ce qui impressionne particulièrement, ce sont les performances scolaires précoces de l'archipel qui, en 1868, a déjà alphabétisé 23% de ses garçons et, fait unique au monde, 10% de ses filles. Cela signifie que, au milieu du XIXe siècle, le Japon est au moins aussi instruit, dans les profondeurs de la population, que l'Angleterre de la reine Victoria ou la France de Jules Ferry. En 1853, l'Occident frappe à la porte du Japon. En 1868, cependant, c'est la restauration impériale, une révolution venue d'en haut pour sauvegarder les traditions et l'identité du Japon. Le slogan de cette ère Meiji Lumière est Science occidentale, esprit japonais. Commence alors, selon l'expression du grand historien américain de Nippon, Edwin Reischauer, une extraordinaire période de décollage économique et de mimétisme technologique. Jadis à l'école de la Chine, le Japon se met systématiquement à celle de l'Occident. 3. Dans l'économie à plan rationnel, l'État japonais donne la priorité absolue à l'industrie. Une constitution Meiji organise, en 1889, les nouveaux pouvoirs publics. L'État établit les bases d'une vie économique moderne en créant, en 1871, la même année que le mark, une nouvelle monnaie nationale, le yen, et adopte le système décimal pour les comptes publics. En 1882, le ministre Matsukata, qui a étudié en France, fonde la Banque du Japon, stabilise le budget et procède à une profonde réforme des impôts. Comme en Allemagne, un peu auparavant, un nouveau système de transport achève d'unifier le marché national. Un énorme effort porte sur l'instruction. Dès 1868, l'empereur souligne, dans le serment des 5 articles, que la connaissance sera recherchée à travers le monde entier pour renforcer les fondations du règne impérial. Dès 1871, le gouvernement crée un ministère de l'instruction publique et décrète l'école obligatoire pour tous. Avant la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, le Japon compte déjà 3 générations d'entreprises. Une première génération d'entreprises est multicentenaire, telle Mitsui 1585 ou Kikkoman 1661. La seconde génération date de l'ère Meiji, Nomura, Mitsubishi, Toshiba, Kanebo, Yamaha, Toyota dans le textile, Hitachi. La firme emblématique de la période est Mitsubishi, la firme aux 3 diamants. Après le premier conflit mondial, une troisième génération de grandes entreprises telles Mazda, Komatsu, Shiseido, Kubota, Mitsukoshi, Toyota Automobile, Nissan Motor, Bridgestone Pneumatique, Minolta fleurit de nouveau. Dans les années 1930, les exportations du Japon font peur, montres vendues au kilo, tandis que Dupont de Nemours réplique aux cotonnades et aux soieries nippones par l'invention du nylon. En 1937, Now You Have Lost, Old Nippon. C'est alors que les militaires nippons élaborent la théorie des 3 portes. Le pays exporte ses produits. Il exporte aussi ses hommes. Or ces 2 issues se ferment, par les lois sur l'immigration de Washington, par le protectionnisme commercial et par les blocs monétaires qui se constituent. Il reste la 3e porte, la conquête militaire de territoires et de ressources appartenant à l'étranger. D'autant plus que les armées du Japon prétendent défendre le Kokutai, c'est-à-dire le génie japonais et l'âme nationale contre les barbares étrangers. 4. L'avant-guerre prépare l'après-guerre. 4 banques, Mitsui, Mitsubishi Sumitomo et Yasuda détiennent 60% du capital bancaire national dans les années 1930. Cette machine économique puissante a besoin de grandes quantités d'énergie et de matières agricoles et minérales. L'ennemi est donc les États-Unis qui, par leur marine, l'empêchent de mettre le monde entier sous un même toit, slogan de l'époque, particulièrement autour du Pacifique.
Leçon japonaise. Au lendemain d'Hiroshima et de Nagasaki, le discours de l'empereur propose déjà la revanche économique. L'occupant américain impose des réformes essentielles, agraires, scolaires et monétaires. Il offre sa protection militaire contre le bloc communiste, enseigne son savoir-faire managérial et ouvre son marché, tandis que le Japon peut s'appuyer sur une remarquable génération d'ingénieurs entrepreneurs-managers, tels les deux fondateurs en 1947, de Sony, ex-officier de la marine impériale. L'État stratège est épaulé par le MITI, ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, héritier du ministère du Ravitaillement du Japon en guerre, l'APE, Agence de planification économique et la BOJ, Banque du Japon. Désormais, l'archipel connaît une remarquable reconstruction sur fond de harakiri démographique, puis la haute croissance, faite de booms économiques puissants qui alternent avec de courtes périodes de récession. Ce Japon triomphant a bénéficié d'une combinaison de facteurs favorables, exceptionnellement associés. 5. Un contexte géopolitique exceptionnellement favorable. Le Japon met à profit une combinaison de facteurs qui lui sont favorables pendant plus de 30 années, 1945 à 1989, jusqu'à ce que son économie ralentisse sous le triple effet de la spéculation immobilière et boursière, du vieillissement de sa population et de catastrophes naturelles et environnementales. Ces facteurs sont l'extrême modestie de son budget militaire, 1% du PNB, grâce au bouclier américain, le faible coût de l'énergie à l'heure du tout pétrole, une monnaie nationale, le yen Dodge de 1949 sous-évalué, $1 égale 360 yens, cadeau de l'Amérique pour permettre au Japon d'exporter et de ne pas être assisté par les États-Unis. C'est un formidable atout pour la compétitivité prix, en attendant la compétitivité produit, un protectionnisme éducateur subtil et systémique. Malgré des droits de douane modestes, la rigueur des normes techniques et sanitaires japonaises et l'obstacle de la langue sont très efficaces pour endiguer les importations. Un opportunisme géoéconomique très performant, notamment à l'occasion des conflits de l'après-guerre Corée, Suez, Vietnam. La littoralisation de l'économie, avec tous ses avantages, économie d'échelle, faible coût des transports, absence de rupture de charge. Le double avantage de l'imitation, voire de l'espionnage industriel et de la capacité d'anticipation. Le temps et les moyens économisés dans la recherche d'hier peuvent être investis dans la recherche de demain. Un marché domestique très important. Plus de 100 millions de Japonais comme support de l'économie nationale. Tous les moteurs de l'expansion sont alimentés. L'investissement, énorme épargne des Japonais réinvestie par les banques dans le système productif, l'exportation et la consommation intérieure. Le choix judicieux des spécialisations industrielles, sidérurgie, construction navale, automobile, électronique rend public. Une méthodologie et un management industriel adaptés au pays. C'est le passage du Fordisme au Toyotisme. Toyota insiste plus que Ford sur la demande du consommateur et sur la qualification du travailleur, qui sont facilités par une société verticale, hiérarchisée et intelligemment coercitive, qui a misé sur l'éducation et la réalisation d'objectifs communs. 6. L'entreprise est au cœur du pacte national et social. La culture et le nationalisme japonais hiérarchisent, d'abord le pays, puis l'entreprise et enfin, la famille. L'individu ne vient qu'en dernier. On lui a enseigné dans une société de devoirs, le dévouement absolu à l'usine ou au bureau, le kaizen, le sens de l'amélioration permanente, la production maigre, sobre en matières premières, la miniaturisation, le sens du beau et du design, la qualité envoûtante. Le MITI, fondé en 1949, Grand ministère du Commerce extérieur et de l'Industrie est l'héritier du ministère du Ravitaillement pendant la guerre. Il est devenu, dans les années 1980, le ministère de l'Économie, du Commerce extérieur et de l'Industrie, de grandes manifestations mondiales, Jeux olympiques d'hiver et été, exposition universelle, centre de recherche, infrastructures prestigieuses. Le Shinkansen TGV japonais a été construit pour les JO de 1964 et fut le premier réalisé dans le monde. Ont contribué à transformer le Japon en grand pays industrialisé dont le cœur de la société est constitué de classes moyennes. Jusqu'à ce que son économie ralentisse à partir des années 1990,
sous le quadruple effet de la spéculation immobilière, financière et boursière, du vieillissement de la population, de catastrophes naturelles et environnementales et surtout, de la mondialisation qui fait des pays émergents, des pays concurrents de la triade États-Unis, Europe de l'Ouest, Japon. Surtout, l'archipel est aux prises avec un nouvel Endaka, appréciation de sa monnaie imposée par les États-Unis à partir de 1985, accord du Plaza Hotel. Baisse drastique de la natalité, et spéculation se conjuguent avec bien d'autres facteurs pour faire perdre au Japon son second rang économique mondial au profit de la Chine. Mais le troisième grand, depuis 2010, a-t-il dit son dernier mot ? Rien n'est moins sûr. Il reste un archipel des savoirs et des technologies. Mais ceci relève d'une autre histoire à écrire. Bibliographie. Berck-Augustin 1987, Souladir, Le Japon et son double, Paris Masson. Brodel-Fernand, 1987, Grammaire des civilisations, Paris Artaud Flammarion. Chancel-Claude, 1989, Nippon géoéconomie d'une grande puissance, Paris Erol. De Montboy, 1987, Japon, éthique et étiquette dans le monde des affaires, Paris Erol. Guillain-Robert, 1969, Le Japon troisième grand, Paris Seuil. Gravreau-Jacques, 1988, Le Japon l'ère de Hirohito, Paris, Imprimerie nationale édition. Pelletier-Philippe, 2002, Le Japon une puissance en question, documentation photographique, La Paris, La documentation française, numéro 8029. PEUZEUMASSABUAU Jacques, 1986, Géographie du Japon, que sais-je. Numéro 1292. Sabouret Jean-François, 2011, Japon, La fabrique des futurs, Paris, CNRS édition. Sauter Christian, 1987, Les dents du géant, Paris, Olivier Orban. Servoise René, 1995, Japon, les clés pour comprendre, Paris, Plomb. Le défi coréen, civilisation et géoéconomie d'une nation stratège. Claude Chancel. Le défi coréen est le titre d'un ouvrage relatant le décollage et l'expansion économique de la Corée du Sud, et paru en 1993, écrit par l'auteur de cette contribution, 3 ans avant 1996, date à laquelle la Corée du Sud est admise à l'OCDE, l'organisation qui regroupe les pays les plus prospères de la planète. 1. La Corée est un pays géostratégique. Le pays des matins frais, plus connu sous le nom de pays du matin calme chez nous, est une péninsule de 220 000 km², les 2/5 du territoire de la France. La situation de la Corée en fait un pays-pont entre 3 des plus grands et des plus puissants empires du monde. La Russie, le Japon et la Chine. L'armistice de Panmunjom du 17 juillet 1953 consacre la division de la Corée au niveau du 38e parallèle. Au nord, la République populaire démocratique de Corée, sous la férule de Kim Il-sung et du Parti du travail, adopte la voie soviétique et devient l'un des pays les plus fermés du monde, le dernier pays de l'Est. Il s'étend sur 120 538 km² et est peuplé de près de 24 millions d'habitants, densité de 200 habitants au kilomètre 2. Malgré ses ressources naturelles et humaines, ce pays dirigé par une dynastie de dictateurs a une économie en ruine, dont le seul atout du moment est sa capacité de nuisance, armes nucléaires et fusées, vis-à-vis de sa rivale du Sud, du Japon et des États-Unis. Au sud, la République de Corée est plus petite. Elle ne s'étend que sur 99 268 km², un peu plus que le Portugal, mais elle est peuplée de 48 millions d'habitants, soit une densité de 487, l'une des plus fortes du monde, Pays-Bas, 400, Taïwan, 639, mais ce sont des pays de plus petite taille. La civilisation de Corée est l'une des plus anciennes du monde. Peuplée depuis les temps paléolithiques, la terre de Corée aurait, selon la légende, accueilli Tanguin, le premier Coréen, fils du dieu du ciel et d'une ours. La tradition nationale fait remonter la fondation du pays en 2333 avant Jésus-Christ. Le pays est riche de 5000 ans d'histoire. Vers l'an 1000 avant JC, des tribus nomades se mêlent aux populations de Mongolie et de la péninsule, constituant la première population coréenne. Après la fondation en 918 de notre ère, d'une nouvelle dynastie Koryo, d'où vient le nom de Corée, le pays révèle des réussites exemplaires.
un bouddhisme rayonnant, avec temples magnifiques, écoles, universités et prestigieux concours permettant d'accéder à la fonction publique. Le Tripitaka Coreana comporte 81 258 tablettes de bois gravées et constitue une des plus belles collections d'écritures bouddhiques du monde. 2 ans avant Gutenberg, la Corée a inventé les caractères typographiques métalliques mobiles. Le roi Sejong 1397 à 1450 fut tout à la fois un François Ier, un Henri IV et un Louis XIV à la coréenne. C'est au cours de son règne que fut mis au point le Hangul, pour faciliter l'éducation de ses sujets, les caractères chinois étant jugés bien difficiles. L'alphabet coréen est alors composé de 28 lettres. Aujourd'hui, il n'en comporte que 14 consonnes et 10 voyelles. Il faut encore souligner en 1394, la fondation de la nouvelle capitale, Hanyang, l'actuelle Séoul, sous l'emprise de la Chine, sous les menaces mongoles et sous les incursions japonaises, la Corée ploie, mais ne rompt pas. C'est le général Yi Song-ji, anti-mongol, qui fonde la dynastie des Yi, 1392 à 1910, tandis que l'amiral Yi Sun-sin avec ses bateaux tortues remporte, en 1598, une grande bataille navale sur l'envahisseur japonais. Cette belle culture coréenne transparaît encore dans le calendrier contemporain des fêtes nationales qui honore la nation indépendante dans ses combats et dans sa civilisation, la famille, parents et enfants, la nature, ainsi que les travaux et les jours, selon le calendrier lunaire. La Corée, en proie aux rivalités historiques, fut souvent fracturée. C'est dans la partie septentrionale du pays qu'est apparue la première organisation politique appelée Kao Choson. Mais très vite, l'Antiquité coréenne fut guerrière et apparurent puis disparurent 3 royaumes en conflit permanent pour la domination de la péninsule. Goguryeo, 37 adv. JC-668, Paekche 18 AV. JC-669, et Shilla 57 AV. JC-935. Plus tard c'est un pays humilié qui se recroqueville, le royaume ermite sur lui-même pendant plusieurs siècles. En 1876, les Coréens doivent signer un traité de commerce avec les Japonais et leur ouvrir leurs ports. Suivent, en 1882, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Ayant vaincu la Chine en 1895, puis la Russie en 1905, le Japon pénètre en Corée en 1905 et l'annexe en 1910. La Corée, désormais protégée par le Japon, est dirigée par un résident général nippon et durement exploitée. Beaucoup de Coréens préférèrent s'expatrier. Le 1er mars 1919, de grandes manifestations pour l'indépendance eurent lieu dans tout le pays. Ce mouvement est impitoyablement réprimé par l'occupant. Un gouvernement provisoire coréen se forme à Shanghai. Ayant agressé la Chine en 1937, puis les États-Unis en 1942, les Japonais durcirent encore le sort des Coréens. Incorporation forcée des jeunes gens, exploitation sexuelle, les femmes de réconfort, interdiction de la langue coréenne. Colonisée, la Corée est coupée en deux à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Le seul legs positif de l'impitoyable colonisation japonaise a été la modernisation économique. Sur le plan industriel, les difficultés de l'artisanat coréen furent encore accrues face aux investissements japonais, surtout dirigés vers l'électricité d'origine hydraulique, le charbon pour les navires de guerre et les mines de métaux non ferreux. Le Japon s'est aussi intéressé au transport et aux communications. Au total, la modernisation avait été accélérée par et pour le Japon, si bien que, en 1945, occupée au nord par les troupes soviétiques et au sud par les troupes américaines, la Corée se scinda en une république démocratique populaire et en une république de Corée. Le nord, soutenu par l'URSS et des volontaires chinois, envahit le sud, défendu par 17 pays de l'ONU rassemblés par les États-Unis. L'armistice de Panmunjom consacre, le 27 juillet 1953, la partition du pays le long de la DMZ, une zone démilitarisée de 1000 km² entre les deux nouveaux pays, en fait, la région la plus militarisée du monde. 2 millions de Coréens et 55 000 Américains ont péri au cours du conflit. Le Nord devient une entité politique ermite et assiégée, tandis que le Sud préfère consacrer les forces qui lui restent à défendre son option de développement économique. La Corée du Sud, privée des ressources minérales et énergétiques du Nord, doit tenir par rapport au passé, occupation japonaise,
et face à sa voisine communiste du Nord soutenue, elle, par les soviétiques de Staline et les Chinois de Mao Tse-dong. La Corée du Sud des années 1950 est un pays rural, protégé et assisté par l'Amérique. Les défis sont gigantesques, avec une natalité soutenue, une agriculture déstructurée et insuffisante, à l'origine d'une situation alimentaire catastrophique, alors qu'il faut recueillir les nationaux de retour du Japon et ceux qui fuient le communisme. La Corée du Sud passe de 20 à 26 millions d'habitants de 1949 à 1962. Cette situation est aggravée par un effort militaire qui grève le budget, 30% des dépenses. Ces circonstances expliquent que la reconstruction et l'expansion ne peuvent s'opérer sans l'aide des États-Unis. Dans ces années 1950, la croissance du pays d'environ 5% par an n'est pas exceptionnelle. Elle peut se comparer avec les croissances contemporaines du Japon, de l'Allemagne de l'Ouest, de la France et de l'Italie. La véritable réussite est à rechercher dans la réforme agraire, dont bénéficient des millions de Coréens. Dans un pays où la population active est encore aux 2/3 paysanne, il y a là l'amorce d'une croissance réelle par motivation et élévation du niveau de vie des agriculteurs. Syngman Rhee, 1875 à 1965, président de la République de Corée du Sud de 1948 à 1960, gouverne en dictateur. N'est-il pas significatif qu'en 1960, dans un pays encore rural, c'est à une suite d'intempéries, de mauvaises récoltes et de tensions sur les prix agricoles que le pouvoir lui échappe? Sa chute laisse place à un autre pouvoir fort, dès 1961, celui du général Park Chung-hee, deuxième République sud-coréenne. Le père de l'actuelle présidente. 2. La Corée du Sud décolle dans les années 1960 et expérimente le système E. Commence alors l'ère des plans quinquennaux triomphants avec le premier en 1962. C'est l'État qui impulse. À partir de cette époque, les résultats de l'économie sud-coréenne sont impressionnants puisque la croissance passe de 6%, 1962 à 1965, à plus de 10% chaque année jusqu'en 1980. Cette expansion à la japonaise, exceptionnelle dans le monde, est essentiellement due à l'industrie. L'aide américaine se termine en 1965. Une loi est votée facilitant la venue du capital étranger. La Corée en manque. La monnaie nationale, le won, est dévaluée de 50%. Les taux d'intérêt sont doublés pour stimuler l'épargne, la production et l'exportation. Les Coréens, au tempérament bien trempé et de culture confucéenne, parient sur l'éducation. Le taux de scolarisation atteignit vite 94%, aussi bien pour les filles que pour les garçons, ce qui facilite l'exode rural. La notion de devoir l'emporte sur celle du droit, avec le respect de la hiérarchie. Les Coréens acceptent de gros horaires, souvent plus de 48 heures hebdomadaires, associés à de bas salaires dans les entreprises de tout type. Cette stratégie a le mérite d'utiliser le seul atout économique du pays, sa main-d'œuvre. L'envol des années 1970. La décennie 1970 est essentielle. La POSCO, Pohang Iron and Steel Company Limited, née en 1983, est l'usine la plus grande du monde. Le troisième plan quinquennal, 1973, met l'accent sur les industries lourdes et chimiques. En 1976, pour la première fois, l'industrie l'emporte sur le secteur primaire dans le PIB. Tandis que le nombre d'ouvriers est multiplié par 6 depuis 1962. L'État coréen impulse alors 3 mouvements. D'abord une évolution sectorielle. Alors que dominent les filières agroalimentaires, engrais, riz, sucre, farine, conserves, du textile, habillement, confection, chaussures, ou encore celle des équipements de base, électricité, raffinage du pétrole et cimenterie, l'accent est mis sur les industries lourdes avec la POSCO, la mécanique, la construction navale et la pétrochimie, tandis que s'esquissent de nouvelles ambitions dans les secteurs de l'armement, de l'automobile, les exportations débutent en 1978 et l'électronique. C'est la remontée de filières. Ensuite, la création de zones franches. Une première zone franche est créée à Massan, dès 1969. Elle est suivie de celle d'Iri, également côtière, et de Gumi, à l'intérieur du territoire national. Les greffes sont interdites dans les zones créées à partir des investissements étrangers, essentiellement japonais, à 60%, puis américains nettement moins européens.
Ces zones présentent toutes sortes d'avantages sur le plan fiscal, social, commercial et douanier. L'objectif est d'attirer les capitaux et la technologie de l'étranger, pour fournir du travail à la main-d'œuvre locale, grâce aux exportations. La Corée du Sud passe donc bien du modèle ISI, industrialisation par substitution aux importations, alors la voie sud-américaine, au modèle IPE, industrialisation par promotion des exportations. Exactement le contraire du modèle soviétique de la Corée du Nord, modèle 3, industrialisation par les industries industrialisantes, du secteur A au secteur B, selon la terminologie collectiviste. Enfin, l'aménagement des campagnes. C'est en 1970 qu'est lancé le mouvement Saemol Undong, mouvement de la communauté nouvelle. Il s'agit surtout d'encourager les paysans qui restent propriétaires de leurs terres, environ 1 hectare, à coopérer dans les villages anciens et nouveaux. Cette action permet à l'État coréen, qui finance, de moderniser l'agriculture nationale aussi bien au niveau des infrastructures, remembrement, routes, eau, électricité, qu'à celui des méthodes culturales, défrichement, maîtrise de l'eau par drainage, irrigation ou poldérisation, intensification, mécanisation, utilisation d'engrais. Désormais, la Corée n'est plus seulement risicole, elle produit aussi des légumes et des fruits et de plus en plus, des produits d'élevage, viande et produits laitiers surtout. La confirmation des années 1980. La Corée du Sud confirme son ascension, au point de devenir, en 1996, membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Le 5e plan quinquennal, 1982 à 1986, met l'accent sur l'énergie. En 1981, la Corée commande 2 centrales nucléaires à la France, la métallurgie, la chimie et les industries légères. On peut constater, en 1983, que, en 10 ans, la production industrielle a été décuplée. À cette date, la Corée occupe le 2e rang mondial, derrière le Japon pour les chantiers navals, le 13e pour la production d'acier, le 20e pour les automobiles et elle est devenue le premier exportateur mondial de téléviseurs en couleur. Pour autant, tout n'est pas pour le mieux au Royaume de Corée. Les 5e, 6e et 7e plans jusqu'en 19... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.